Monsieur le Président, merci. Merci à Madame Puel pour ce témoignage malgré la gorge, parce que c'est vraiment un témoignage. Moi, je suis médecin dans notre équipe, on travaille sur la motivation, et c'est vraiment très beau de voir sonner de ne pas continuer. Alors, comment faire vivre le droit des usagers? Moi aussi, je me posais la question de comment intervenir. Alors, tout d'abord, vous dire que par rapport à la présentation que je vais faire, j'ai un conflit d'intérêt majeur. C'est que je travaille cet après-midi et je participe à un congrès de psychiatrie franco-maghrébine à Nice. Et donc, je devrais partir après cette réunion, après cette session. Donc, ça, c'est mon conflit d'intérêt. Ce que je voudrais, c'est aborder deux choses. L'une première, c'est un commentaire sur la circulaire sur l'orientation et le diagnostic de la maladie d'Alzheimer qui vient de paraître. Et puis deuxièmement, les informations. Vous disiez, on a à arbitrer, c'est un cas de conscience. Alors, moi, ce qui m'intéresse en tant que psychiatre, c'est qu'est-ce que c'est le on, hein, et je dirais que en fait, les choses, elles sont aussi différentes. Hein. Je ne sais pas quelle est la définition de l'éthique, mais en tout cas, l'éthique, ça doit être quelque chose, à mon avis, qui doit permettre. Et les solutions, eh bien, on va les trouver d'une manière différente selon la situation. Quand je me rappelle, je me vois dans une cité, là, en train d'essayer de rentrer à une porte. Quand on est dans une situation d'urgence, il y a d'abord ce qu'on est, son statut vis-à-vis de la situation, et puis surtout ce qu'on est, sa personne, la façon dont on est constitué, et qui vont amener que dans cette situation d'urgence, on va réagir. Et puis à côté de ce qu'on est, ce qui est très important, il y a aussi ce qu'est l'autre. Interagir avec Madame Puel est probablement différente que d'interagir avec d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, je fais la promotion pour la psychiatrie, mais Freud, c'est pas seulement avoir conscience, c'est la façon dont on est constitué. Alors ça, c'est très important dans une situation d'urgence. Et si je me mets dans une situation qui est moins urgente, à ce moment-là, je dirais que, bien sûr, ce qu'on est intervient toujours, mais là, d'une manière peut-être plus importante, va intervenir l'interaction avec l'autre, celui qui est en face, celui pour lequel, soi-disant, on doit prendre des décisions, mais aussi les autres qui sont alentour. Et à ce moment-là, je pense que aussi les décisions qui en viennent peuvent être différentes. Donc voilà, c'est une façon de diviser un petit peu les choses, mais moi je me place en tant que médecin, confronté à une situation, il faut avancer. Voilà. Alors ça c'était la réflexion, et puis merci de m'avoir permis de dire ce commentaire. Alors, le premier point que je voudrais aborder, c'est il est paru là une circulaire relative à l'organisation de l'offre diagnostique de suivi pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée. Cette circulaire, dans sa préparation, il a été dans sa préparation, avec Joël Ménard, la Fédération nationale des centres mémoire, des CMRR, a composé un groupe de travail qui s'est réuni 2 fois ou 3 fois au mois d'avril dernier et qui a réfléchi à proposer des choses pour que la DGOS ensuite puisse statuer sur ce que devrait être cette circulaire qui, je vous le rappelle, est en fait une actualisation d'une circulaire plus ancienne. La stratégie et aussi le plan est de se dire qu'un texte administratif qui a toutes ces qualités, peut aussi s'accompagner d'un guide, d'une réflexion qui peut orienter certains éléments qui sont mentionnés dans le texte officiel. Et donc, dans ce document qui va paraître, je pense, dans quelques mois, il y a une partie dans ce guide qui est centrée autour des droits des personnes malades tout au long du parcours d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Alors, c'est un point de vue, je le répète, qui vient de professionnels qui sont confrontés à cette pathologie, et c'est ce que nous on souhaitait dire pour que le législateur puisse avoir les orientations. Et ce que je vais très rapidement, alors c'est un texte qui est un petit peu
un petit peu difficile et long. Donc j'ai fait quelques diapositives que je vais passer rapidement, mais pour lequel, d'abord pour que vous voyez la façon dont c'est composé, et puis deuxièmement pour faire quelques petits commentaires. Alors il se divise en deux grandes parties. La première, c'est auprès les droits du patient auprès du médecin traitant, et deuxièmement auprès du spécialiste. Alors, auprès du médecin traitant, et c'est des choses très basiques, c'est trouver auprès du médecin référent le temps d'écoute nécessaire pour évaluer la réalité de l'intensité. Deuxièmement, bénéficier d'un temps spécifique du médecin pour repérer et analyser plus en détail les symptômes. Je m'arrête déjà là pour vous dire que 2 fois de suite, et ce n'est pas une répétition non voulue, on parle de temps. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important qu'il y ait ce temps d'écoute du symptôme et il y ait ce temps donc d'analyse et de repérage. Et puis, aussi, toute personne qui va voir son médecin référent doit pouvoir demander, d'un point de vue médical et administratif, de préparer, si cela est nécessaire. Alors, il faut aussi, puisque on est dans cette législation, c'est qu'on puisse bénéficier, si cela est nécessaire, d'une poursuite de l'annonce du diagnostic, du traitement de la LD15 et avoir accès à l'ensemble des structures. Avoir un accès régulier auprès du médecin référent. Et puis, bien sûr, est introduit là la notion de il faut qu'il y ait le patient, mais il y a aussi son accompagnement, son aidant, sa famille, ses proches. Et là, c'est aussi quelque chose qui doit être pris en compte. Auprès du médecin traitant, lorsque le diagnostic a été réalisé, eh bien, il est, me semble-t-il, et nous semble-t-il important d'obtenir pour l'ensemble de la famille des conseils de prévention renforcés et obtenir dans les délais recommandés et donc parfois rapidement, et là aussi encore intervient cette notion de temps, rapidement parce qu'on sait que la charge de travail des médecins traitants est souvent lourde et qu'il faut arriver à un certain moment à équilibrer entre cette charge et puis un besoin d'urgence, avoir une consultation supplémentaire. Donc des choses, vous avez vu, très simples, et c'est la même chose auprès du médecin spécialiste. C'est d'abord, auprès du médecin spécialiste, il faut pouvoir venir voir son médecin spécialiste, qu'il soit une consultation mémoire, un CMRR, un neurologue, un psychiatre, un gériatre, eh bien, il faut pouvoir venir avec un avis du médecin traitant. Ne pas, si on souhaite, on peut bien sûr venir directement, mais je crois que c'est important d'avoir aussi cette référence qui vient du médecin traitant pour bien mettre en avant ce lien qu'il existe entre le médecin référent et le ou les spécialistes. Informer, renseigner précisément pour préparer d'un point de vue médical et administratif la consultation de réponse à la question posée par le médecin référent. Être accueilli sur les lieux de la consultation spécialisée dans des locaux qui soient adaptés aux particularités de la maladie. Là, c'est quelque chose qu'on a souligné et je crois qui est pointé aussi dans la circulaire parce que l'expérience montre que bien, dans certains cas, les consultations mémoire sont parfois accessibles difficilement, ne serait-ce que physiquement, aux personnes, vous me tenez un courant pour le temps, accessible. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment simple aussi, mais qui doit être souligné. Ce n'est pas seulement d'avoir des femmes et des hommes, du personnel, c'est d'avoir aussi des locaux qui soient adaptés aux personnes qui sont en face de nous. Avoir accès aux examens complémentaires recommandés selon la prescription clinique. Et là, eh bien, il y a toute la liste des examens qui sont recommandés par les professionnels ou, quand on a la chance dans un pays, par des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Pouvoir bénéficier, faire bénéficier sa famille, le cas échéant d'une consultation génétique.
dans le cas en particulier qui ont été mis en avant par le plan Alzheimer, et je pense à vous, madame, de toutes les personnes jeunes qui souffrent de cette pathologie, c'est une question qui peut se poser. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un droit qui peut être demandé si la personne et sa famille le souhaitent. Bénéficier le moment venu d'une consultation d'annonce, je resterai peut-être un petit peu plus sur ce, après retour des résultats des examens complémentaires. Alors cette consultation d'annonce, bon, il y a eu plein de choses qui ont été dites là-dessus, elle vise à présenter toutes les informations, elle est, à mon avis, à notre avis, de contenu très variable selon la personne qui est en face, selon ce qu'elle attend, selon ce qu'elle demande vis-à-vis de ce diagnostic. Cette consultation d'annonce, elle n'a pas seulement pour objectif d'annoncer, elle a aussi des objectifs de mettre en place un certain nombre de choses. Si nécessaire, de donner l'information et de permettre l'accès aux ressources médicales. Elle peut permettre aussi à la personne de la conduire vers un système local d'intégration qui lui permettra d'accéder aux différentes structures. Et elle indique en particulier très tôt l'appui que peuvent donner les associations de patients, les associations de familles qui sont impliquées dans la prise en charge de la pathologie. Elle commence aussi à préparer la mobilisation des ressources. Donc ce n'est pas seulement le terme d'annonce est à la fois beau, mais c'est annonce et mise en place, selon les souhaits de la personne, d'une procédure de suivi. Avoir accès avec l'accompagnant, le moment venu, à une information précise, complète et objective sur les recherches cliniques en cours. Ça, c'est un droit qui est très important, à la fois pour le soin des personnes, mais aussi pour faire avancer la recherche et essayer de trouver des solutions pour cette maladie et les pathologies associées. Et ce droit-là, bien souvent, du côté des médecins, c'est pour ça qu'on y insiste, il n'est pas assez mis en avant. Ce n'est pas une honte d'informer un patient, de lui proposer de participer à une recherche. Et de plus en plus, d'ailleurs, on voit, enfin en tout cas dans les CMRR, on voit le questionnement des personnes sur ces sujets. On propose quelque chose. Il y a 2 jours, j'ai proposé quelque chose à un patient. 3 jours après, il y avait ces enfants qui m'appelaient pour me dire « mais vous avez proposé tel essai, à quoi il correspond, etc. » Très bien. Voilà, donc ça c'est une chose importante. Alors, je terminerai là dans les 5 minutes qui restent avec cette notion d'information très rapidement, parce que dans le texte que je viens de présenter, on parle très souvent de communiquer de l'information. Alors, première chose, c'est communiquer de l'information. Oui, je fais juste une parallèle, c'est que communiquer de l'information, quand on voit la désolation et le brouhaha qui a eu lieu en France concernant certaines annonces sur la maladie d'Alzheimer et de ses traitements, je dois dire que là, on aurait bien besoin d'une réflexion éthique, que ce soit les politiques, les économistes, les médecins. Parce que ce qui arrive aux usagers, à la fin, ce n'est rien. Bon, ça, c'était une remarque. Alors, ce que je voulais dire, c'est, bien sûr, il faut communiquer de l'information, mais il faut aussi connaître les besoins, les demandes, les besoins, les demandes des personnes. Alors, on peut le faire en leur posant directement la question. On peut s'adresser aux associations de famille et enfin, on peut faire des enquêtes. Alors, je vais passer très rapidement tout ça. Je vais juste vous donner cet exemple d'une enquête alors qu'on a réalisé dans la région niçoise. On a proposé une enquête pour savoir ce qui intéressait les personnes qui vivaient en EHPAD. Donc, il y a un certain nombre d'établissements. Il y a eu, donc, on a proposé aux personnes de prendre une tablette électronique et sur cette tablette, eh bien, il y avait 40 photos qui montraient différentes activités. Bon. Et donc, il y a eu toute une série de personnes de 50 à 90 ans qui ont utilisé ce système. Alors,
le message, là, c'est que, bon, alors, on fait une statistique qu'on va publier, nous, en tant que médecins, qu'on diffuse aux médias. On dit, ben voilà, ce qui intéresse le plus les gens en EHPAD, finalement, c'est de bien manger. Ce qui est une chose importante. Mais ce que je voudrais insister et terminer là-dessus, c'est que, au-delà de ce résultat, ce qui importe, c'est d'avoir utilisé ce système comme un médiateur pour permettre de mieux connaître le besoin, l'envie individuelle des personnes. Hein, ce que vous disiez, madame, je veux dire que telle personne peut bien manger. Très bien. Moi, je n'aime pas spécialement manger. J'aime mieux faire du sport, par exemple. Pourquoi je serais obligé d'aller sur l'aspect général. Et donc, je crois que à la fois, en tout cas dans les publications qu'on fait sur cette enquête, c'est de mettre en avant le résultat qui peut avoir une incidence en termes de santé publique, mais aussi d'insister sur le fait que c'est un instrument, aller demander à la personne ce qui l'intéresse et essayer de travailler avec elle pour sa motivation là-dessus. C'est quelque chose qui, en termes thérapeutiques et de qualité de vie, me semble vraiment fondamental. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.